On va pas tarder à commencer, on est un tout petit peu en retard. Bon, on va s'organiser comme ça, donc on va faire une présentation rapide des projets qui sont les tuyaux à la FFC en termes de structuration de l'offre. Alors nous, notre partie, effectivement, même si on rentre dans des projets touristiques, économiques, notre mission, elle est un petit peu ailleurs, mais on vient vraiment appuyer les territoires. Donc quand on parle de structuration, c'est un accompagnement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie technique, donc comment on codifie, comment on labellise, etc., les cahiers des charges de l'EDIC. Présentation vraiment très rapide, un quart d'heure, et vraiment le but du jeu, c'est de vous faire participer au maximum. Tout ce que vous direz sera noté, donc attention. Enregistré. Donc très rapidement, on va passer aussi pourquoi on est là, donc fédération, délégation sur le développement de toutes les disciplines cyclistes, et forcément les disciplines émergentes, comme l'a dit Thierry, c'est intéressant parce qu'on doit travailler sur des charges, des classifications, le règlement de manifestation, etc. Et c'est vrai qu'en fait, rapidement, quand on discute de ça avec la communauté gravel, il se crispe un peu parce que c'est quand même une discipline où il y a une espèce de côté alternatif. Et forcément, quand on parle de codifier, ça dérange un petit peu. Malgré tout, lors de la fédération, c'est bien de généraliser, donc démocratisation de une discipline. Et effectivement, code le vert, bleu, rouge, noir, c'est quelque chose qui est indispensable pour avoir une pratique, une offre homogène sur tout le territoire national, voire international. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va rentrer là-dedans, dans cette démarche de labellisation et de codification de la discipline. Donc la discipline en France des États-Unis, on en a parlé. Alors c'est très particulier parce qu'effectivement les Américains ils font ça depuis très longtemps, mais dans des conditions aussi très particulières qui correspondent au territoire, au dimensionnement de leur territoire et de la présence de grandes pistes, très clairement. Voilà. Rouler aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez déjà essayé sur la route, faut être un peu fou, un peu fada. Et c'est vrai que les gens se sont reportés sur les pistes, qui étaient quand même beaucoup plus sécurisées. Donc une philosophie malgré tout très voyage, exploration, aventure, découverte, partager le plaisir, ça c'est vrai. Malgré tout, il y a quand même une notion de sportivité qui est importante. Parce que le vélo gravel, c'est quand même un engin sportif, la position est sportive. C'est un vélo qui offre quand même une certaine rapidité de déplacement. C'est également associé au bikepacking et aux bulles. Donc le but c'est le bivouac ultra léger, donc il y a cette tendance également. La fédération, même si aujourd'hui, en fait, on va vous demander de nous aider à définir notre définition du gravel, on a décidé de ne pas se baser sur le matériel. Pour nous, ça n'avait pas de sens, parce que si vous regardez aujourd'hui les catalogues des grands fabricants, il y a une offre qui est vraiment hyper diversifiée en termes de matériel, sans rentrer dans le très technique. Mais on ne va pas parler de taille de pneus, etc. Un cyclocross, voilà, on est sur limité à une certaine taille de roue, de largeur de pneus, pardon. Dans le gravel, on a des offres qui sont hyper larges. On a des monster bikes, on a des gravels très nerveux, très techniques, etc. avec des petits pneus. Donc on n'est pas parti là-dessus. Donc on en reparlera à la fin, on vous proposera de participer, donc vous de nous aider à construire cette définition. Donc construire un itinéraire gravel, donc la fédération travaille dessus. On a quelques territoires pilotes, dont celui-ci aujourd'hui. On a le Vaucluse, il y en a d'autres. Donc l'idée, c'est l'opportunité de s'appuyer sur notre réseau routier secondaire. La France est un pays qui offre un réseau routier secondaire, ce que j'appelle un réseau routier tertiaire également, qui est hyper étendu. Voilà, qui est à l'échelle de l'Europe, qui est énorme, et je pense du monde. Et c'est aussi l'opportunité, voilà, de mettre en avant tout ce qui n'a jamais été exploité. Donc les réseaux routiers tertiaires, les pistes forestières, etc., etc. C'est une véritable opportunité, et surtout, on l'a aussi dit, de mon interprétation et de celle de quelques collègues qui pratiquent et qui organisent cette discipline, il faut rechercher la nouveauté. En fait, avec le gravel, on va à des endroits, on redécouvre des secteurs qu'on ne faisait pas en VTT ni en vélo de route. Donc il faut bien trouver, voilà, c'est vraiment des offres qui sont souvent nouvelles. Le gravel, c'est aussi l'opportunité de valoriser le territoire, les paysages, etc. Ça, c'est assez fort. C'est une véritable opportunité, voilà, d'aller chercher cette valorisation du terroir, du pays. C'est vrai qu'il faut intégrer aussi, donc quand on travaille sur les itinéraires gravel, du coup on est sur deux mondes. Par exemple, quand on organise une manifestation, on l'organise sur la route, donc contrainte de l'usage de la route, et contrainte de l'utilisation des espaces naturels, avec toutes les, voilà, vous connaissez tous Natura 2000, autorisation, arrêtés préfectoraux, etc. Donc ces deux mondes, quand on organise un itinéraire, il faut bien intégrer.
ce qui nous paraît hyper important aussi, et on commence à en avoir, c'est s'appuyer sur les compétences techniques, donc les porteurs de projets, les territoires. Aujourd'hui, vous avez, donc, effectivement, il y a 5-6 ans, ce n'est pas forcément le cas. Alors, actuellement, on commence à avoir des vrais experts, des personnes qui savent ce que c'est que le gravel, qui l'encadrent parfois, qui le développent, qui le balisent, etc., etc. Donc, on commence à avoir des vraies compétences territoriales là-dessus, au niveau des clubs, des professionnels, des organisateurs de manifestations. Le critère technique de l'itinéraire gravel, donc on va balayer quelque chose qu'on retrouve assez souvent, d'ailleurs qu'on retrouve dans l'autre atelier sur le cahier des charges des compétitions UCI gravel, série. Eux, ils sont partis sur une cotation sur un pourcentage 80% de non revêtus, 20% de goudron maximum. Alors ça vient des États-Unis, mais chez nous, j'explique souvent, ça n'a pas de sens. On pourrait pas, je trouve qu'on se prive d'énormément de possibilités en mettant ce genre de pourcentage en place, en disant, ben voilà, un parcours gravel doit avoir 80% de pistes. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, on pourra en échanger, mais pour moi, ça n'a pas de sens, du moins sur notre territoire. L'autre aspect, quand on veut créer un itinéraire gravel, c'est la perception technique est très compliquée, et on est en pour en échanger, vous verrez. C'est compliqué de définir la technicité d'un parcours gravel. On se retrouve souvent, oui, d'ailleurs, la salle d'attente, hop, est-ce que tu gères? Merci. Voilà, donc en fait, on a des parcours qui sont fortement influencés par le matériel. Alors, c'est un peu, ça va un peu à l'inverse de ce qu'on peut retrouver sur d'autres disciplines comme le VTT. VTT, voilà, ça passe à peu près partout, quoi. Par contre, en gravel, c'est vrai que le matériel sur lequel on roule influence énormément notre champ du possible. Et il faut faire très très attention. Voilà, il y a cette notion de technicité qui c'est pas de la route. Voilà, clairement, on est sur autre chose, un peu intermédiaire. C'est aussi il y a la notion donc montée-descente. Donc effectivement, l'approche technique en VTT par exemple est souvent définie par la descente. En revanche, en gravel, on va vite arriver à des itinéraires gravel en montée qui sont très compliqués pour des notions de motricité, etc. Encore une fois, la nature du terrain influence énormément les parcours. Le gravel, c'est pas non plus du cyclocross. Alors ça, on en discutait un peu avec notre président de commission, mais si on se retrouve à faire beaucoup de portage avec un gravel, donc en cyclocross, c'est intégré dans la discipline, la marche, le gravel, on est censé rester, à mon avis, sur son vélo. Voilà, si on commence à devoir faire des portages d'un quart d'heure, c'est qu'il y a un souci, quoi. C'est pas non plus le VTT. Et c'est vrai que souvent on se fait la réflexion, si vous pratiquez un peu le gravel, c'est si à un moment donné on a le sentiment on se dit, bah oula, je fais mieux avec mon VTT, c'est quand même, il y a un problème aussi. Donc voilà, les territoires dans leur conception des itinéraires, qu'ils intègrent toutes ces notions. Bon, tout ça, ça nous amène à la codification des parcours, donc cotation des itinéraires. La fédération travaille dessus de la même façon que la cotation des itinéraires VTT en leur temps. Alors, on travaille en partenariat avec la Fédération française du cyclotourisme pour avoir une cotation homogène, évidemment, entre les deux fédés. Voilà ce qu'il en ressort. Alors, sans rentrer dans le détail, si vous manipulez un peu les cotations VTT, on a vraiment des critères de kilomètres, de dénivelé et de type de revêtement. Donc ça, c'est un peu la nouveauté. On l'intègre en fait à cette cotation par rapport à ce qu'on vous a expliqué. C'est clair qu'aujourd'hui, un parcours dans le sud de la France sur un DFCI très calcaire et un parcours peut-être hyper lisse dans les Landes, c'est pas du tout la même chose à dénivelé au kilomètre équivalent. Et ça influence énormément la pratique. Donc voilà, on a décidé d'intégrer ce type de revêtement qui interfère sur la cotation. Donc ça, c'est pas gravé dans le marbre. Hein. C'est aujourd'hui qu'on en discute et vous pouvez donner vos sentiments là-dessus. Donc on arrive sur une cotation vert, bleu, rouge, noir, classique, avec un nombre de points. Donc toujours pareil, inspiré du VTT. On a décidé, pour pas créer une machine, une usine à gaz en termes de cotation, de partir sur les critères obligatoires de description. Alors là, voilà, pareil, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Mais on peut mettre le pourcentage de revêtu non revêtu, mais là, c'est pas quelque chose qui rentre dans la cotation, mais c'est une information hyper importante. Effectivement, je peux pouvoir faire un parcours gravel 100% sur de la piste, ou alors c'est pas un critère. Donc ça peut être intéressant du point de vue touristique, communication, d'avoir cette info. La notion d'isolement, d'engagement, parce que le gravel, c'est l'aventure. Et c'est vrai que là, c'est quelque chose qui est revenu souvent dans les échanges qu'on a pu faire de façon informelle. Là, voilà, je m'engage en fait. Donc là, on est susceptible d'aller dans des espaces naturels un peu éloignés. Donc voilà, il y a le côté isolement, engagement qui nous a semblé intéressant à mettre en avant. Alors par quel code, c'est en discuter, voilà, quel terme à utiliser. Et il y a cette approche technique aussi qu'on souhaiterait mettre. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Vous savez, c'est dans certaines topos guides,
ou séjour de tour opérateur, il y a un guidon. Donc, on a un guidon, deux guidons, trois guidons, par exemple. Alors, chez nos amis de VTopo, les éditeurs, ça va être V1, V2, V3, V4. C'est la notion de technicité de pilotage. Et là, malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut intégrer également. Donc, peut-être pas dans la cotation, mais on est obligé de le mettre dans le sens, à un moment donné, il y a vraiment une approche de pilotage dans le gravel. On reviendra après, je vais essayer vite, mais gardez vos questions et puis on reviendra à la fin là-dessus. Le deuxième dossier, c'est le balisage et le cahier des charges. Donc, vous savez, on a des labels, Cyclosport et site FFC VTT, qui sont bien rodés maintenant. On a notamment les sites VTT, on a 220 sites à peu près labellisés qui répondent à un cahier des charges précis. Donc, on s'est inspiré forcément de ce cahier des charges pour travailler, commencer à réfléchir sur le cahier des charges gravel. Très concrètement, voilà, ça correspond à des critères de balisage, d'itinéraire, de services disponibles, etc. sur un territoire. On ne rentre pas dans le label, il y a des critères obligatoires, d'autres optionnels. On a décidé voilà, de travailler pas d'une feuille blanche. Il y a quand même on a des cahiers des charges qui sont assez proches en VTT, voilà, c'est une espèce de mix, on est encore en train un peu de chercher. Mais surtout, on doit réfléchir à des labels de nouvelle génération. Par exemple, la fédération aujourd'hui, si vous lui demandez de labelliser des circuits qui ne sont pas balisés sur le terrain, c'est un problème. On peut pas labelliser. Donc en fait, on réfléchit à des labels de nouvelle génération qui puissent intégrer un pourcentage de traces, donc numériques, simplement des fichiers GPS que vous garantissez en termes de qualité et de sécurité, mais qui ne sont pas balisés sur le terrain. Le gros avantage, c'est qu'on sait que le balisage aujourd'hui, c'est un poids de dépense. En fait, je peux en parler pour le Vaucluse, qui est assez fort, parce qu'on a des problèmes déjà d'entretien de suivi, si on veut vraiment un itinéraire propre. On a dans certains secteurs beaucoup de débalisage, et on a un autre problème, c'est qu'il y a carrément aujourd'hui du surbalisage. Regardez, alors on parle du trail, dans certains secteurs, il y a des projets trail ne peuvent pas voir le jour parce que aujourd'hui les collectivités refusent le balisage trail, ce qui vient s'ajouter à tous les autres. Et si demain on arrive avec notre paysage gravel, je pense que voilà, on va nous dire écoutez, c'est bon quoi. Donc il faut vraiment qu'on réfléchisse à réfléchir à un nouveau type de balisage numérique ou alors une mutualisation des balisages. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas prévu de créer de balises spécifiques gravel. Voilà. Le premier espace Gravel FFC à Rasto, donc voilà, on en parlera un peu après. C'est une expérience intéressante, donc c'est le premier espace Gravel FFC qui est à Rasto dans le Vaucluse. C'est un centre d'initiation Gravel. Alors il a été balisé, même si le cahier des charges n'est pas complètement bouclé, mais en fait qui s'inspire des espaces cyclosport. Donc ils ont le minimum en fait en gros pour entrer dans le label et ils nous accompagnent, ils nous aident en fait avec leur expérience sur la création du cahier des charges Gravel. Bon, allez, je passe assez vite. Nous, on se pose la question, et aussi là, on attend votre avis. Pourquoi, sur quel espace, sur quel domaine marketing, en gros, rattacher les espaces gravel? Donc, est-ce que c'est des personnes, est-ce que c'est l'espace cyclosport ou est-ce que c'est les sites VTT, FFC? À quel environnement on va les rattacher? En fait, on est incapable aujourd'hui de dire d'où viennent ces personnes, ces pratiquants. Est-ce qu'ils viennent plutôt du VTT? Est-ce qu'ils viennent plutôt de la route? Il n'y a pas encore vraiment d'études assez fines là-dessus. Donc nous, on se pose des questions, voilà, dans quel domaine les rattacher, quoi. Est-ce que c'est plutôt du VTT? Et en termes de communication, c'est assez important, quoi. Les canaux de communication, les médias, etc., c'est vital. Alors nous, on a un avantage à FFC, c'est qu'on a des vieux sites. En fait, on a fêté les 30 ans des sites FFC VTT en 2021. Et donc c'est 30 ans, ça date un peu. Et il se trouve que les anciens itinéraires, alors c'est pas tout à notre honneur, mais vous avez tous connu des itinéraires FFC VTT qui sont pas terribles, quoi. Des grandes pistes, donc c'est des itinéraires qui ont 20-30 ans, qui correspondent plus en fait aux attentes du pratiquant moderne. Par contre, c'est un vivier énorme en termes de potentiel de création d'itinéraires gravel. Donc tous les sites FFC VTT ont sans doute des itinéraires qui aujourd'hui sont moins intéressants en VTT, mais qui peuvent basculer très facilement sur du gravel. Et ça, c'est une vraie chance. Et il faudrait faire un petit diagnostic sur chaque site et savoir, plutôt que de créer un nouvel itinéraire, peut-être tout simplement faire basculer un itinéraire VTT en itinéraire gravel. Alors, voilà, diagnostic territorial. A priori, sur cette analyse, on va plutôt être sur des parcours verts, peut-être bleu selon les territoires. On est tous d'accord, on va dire, pour en règle générale, les itinéraires VTT rouges et noirs, c'est fortement peu probable qu'ils soient compatibles avec du gravel.
En termes, voilà, j'en ai parlé, réseau routier tertiaire. Alors, réseau routier tertiaire, c'est les routes que plus personne ne veut, qui sont pas entretenues, mais ça aussi, c'est des pépites en gravel. Donc, c'est très, très intéressant. On a un patrimoine de chemins ruraux qui est aussi énorme à valoriser. Et pour les territoires, les enjeux, voilà, Céline en a bien parlé. C'est vraiment une logique de niche qui est complémentaire avec une offre générale. Donc, ça vient complémenter le reste. Effectivement, on peut pas faire vivre un pays que ça, mais ces petits 10% de fréquentation à plus, c'est super intéressant. C'est une offre qui est favorable aux aides de saison, très clairement. Ça redynamise l'organisation d'itinérance. Alors ça, c'est vrai que quand on réfléchit en fait à l'itinérance avec le gravel, ça nous permet de, pour les territoires qui n'ont pas encore basculé dedans, de réfléchir peut-être à un travail sur un cahier des charges, l'accueil du vélo, etc. Donc c'est super intéressant. Et ça permet aussi de valoriser des espaces finalement qui étaient peu valorisés avant. Arrière-pays, espaces ruraux, zones agricoles avec des belles pistes, etc. Ça permet vraiment de découvrir d'autres terrains de jeu et peut-être des secteurs qui ont moins de pression par rapport à ces problématiques de survalidage dont on parlait. Et l'autre chose, c'est on s'est rendu compte que c'est une activité qui, vous savez, qui est un peu hipster, assez hype. Il y a peu de pratiquants, mais il y a quand même des grosses retombées en termes d'image. C'est souvent des gens qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, quoi, très clair en termes d'image et de promotion gratuite. Donc voilà, vous avez en primeur notre première réflexion. Donc nous, notre perspective pour 2022, c'est clairement le déploiement de la labellisation Espace Gravel et de FFC, d'accompagner les territoires sur le développement de l'offre. On va faire une campagne de promotion et de communication spécifique, donc qui a un peu déjà commencé. Voilà, très rapidement, ça c'est le logo qui est pressenti. Alors ça c'est la version martyr, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est ce on a réfléchi à ça rapidement avec la compagnie qui nous accompagne sur toute la communication. Voilà, c'est ce qui nous semblait être un logo où on comprend rapidement de quoi on parle, mais voilà, on attend aussi vos réactions. Et je pense qu'aussi, et ça va faire un peu la transition après avec l'intervention sur Rasto, le gravel aussi, c'est aussi une énorme opportunité de travailler sur la formation et l'apprentissage. Parce que c'est une activité nouvelle qui fait un peu rêver et ça permet d'aborder plein de choses sur le vélo en fait. C'est hyper complet comme discipline. Effectivement, il y a l'approche technique, je sais faire du vélo, je maîtrise mon engin, mais il y a aussi la gestion de l'itinérance, la répartition des masses. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait de bikepacking, mais c'est pas évident de répartir les masses sur son vélo. Hein. On n'est pas sur les sacoches, vous savez, des cyclotouristes allemands, hein. On est sur un corps d'image un peu dynamique sportive, donc c'est un art de le faire. Préparation des itinéraires, c'est très spécifique aussi. Donc voilà, il y a cette dimension, à mon avis, qui doit être accompagnée de tout projet. Et là, on retombe un peu sur l'essence de la Fédération française du cyclisme. C'est bien, voilà, s'appuyer sur les clubs, animer les sites, etc. Ça, c'est hyper fondamental. Quoi. Je crois que c'est de bloquer, c'est la fin, je sais pas, c'est pas grave. Donc ça, c'est, voilà, vous avez une petite affiche sympa. Donc merci au territoire de nous avoir prêté, les locaux, de nous avoir prêté leurs images pour la com. C'est quand même des super belles photos. Et donc maintenant, on va passer au temps d'échange. Donc n'hésitez pas à faire vos remarques sur ce qui a été dit. Donc pour revenir en arrière sur les slides, etc. On vous écoute. L'associer le gravel, toujours piste de VTT. Je pense qu'il faudrait l'associer aussi aux stations de ski de fond. Parce que l'avantage d'une station de ski de fond, c'est-à-dire on a déjà le personnel, c'est des pistes entretenues, il n'y a pas de cailloux. Donc, ça, je pense labelliser, labelliser une piste de fond qui peut basculer du ski au gravel facilement. Et ça serait peut-être plus efficace d'une zone protégée, sécurisée. En fait, vous voulez faire payer une redevance pratiquement. Non, c'est vous avez complètement raison. Qui sont déjà équipées tout à fait. Voilà, on est vraiment dans cette chance qu'on a pour les petits enfants dans le magasin, c'est qu'elle rejoint deux cols goudronnés, c'est-à-dire Estrandel, le Tour de France, et le col de Soulor. Donc la chance d'accéder à deux cols, de faire la jonction entre deux cols avec des pistes qui sont, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas qui sont entretenues. Il y a un personnel, on embauche un personnel qui peut se charger de l'entretien, qui peut vérifier. Voilà. Clairement d'accord. Il faut valoriser tout ce qui existe. Et avant de donner la parole, on a été au saisie hier. Donc effectivement, il était question, pareil, de valoriser pour les activités VTT cyclo ces espaces de ski nordique en fait.
Bonjour, Philippe Rivière, je suis Sport and Connect, on est partenaire de la fédération. Moi, je fais du vélo depuis l'âge de 13 ans, j'ai vu le vélo évoluer et je veux juste faire un constat pour qu'on avance. C'est que le monde du vélo évolue complètement et je rejoins ce qui a été dit sur les pistes plus praticables. Moi, je le vois bien, la clientèle a changé. On vit une crise, donc les gens ont envie de liberté. Leur exploit, c'est plus un exploit contre un chronomètre, mais c'est un exploit personnel. C'est un exploit de le faire, de monter un col et d'avoir réalisé. Tout ça couplé avec de la mobilité qui évolue fortement, puisque les vélos deviennent électriques et on peut se permettre d'aller faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. La clientèle a changé, hein, la clientèle a clairement changé, puisque on a maintenant beaucoup de gens qui peuvent se mettre au vélo, et l'âge n'est plus un frein, alors qu'on avait une clientèle avant qui était plutôt une clientèle très sportive, puisque pour monter un col, il fallait être musculaire et beaucoup pas. Et du coup, ça a changé. Moi, j'ai connu le gravel il y a 3 ans en Italie. Et pourquoi j'étais à cet événement de gravel? Parce que je voulais partager avec mon épouse, je voulais partager avec mes enfants. Et on est arrivé, le gravel était une fête, le gravel était une découverte, le gravel était le moyen de découvrir un territoire. Et quand vous arrivez d'ailleurs à cet événement de gravel, il y a des food trucks, il y a des gens qui sont là, on vient faire la fête, il y a de la musique, et on s'arrête sur le parcours. Donc si on ne veut pas passer à côté de quelque chose du gravel, le gravel c'est la liberté, je pense. Effectivement, et je ne sais plus qui l'a dit au début, aux États-Unis, le gravel c'est quoi? C'est que la route est trop dangereuse pour certains. Et effectivement, ma femme ne voulait pas faire du vélo sur route et elle préférait aller dans les petits chemins. Et je pense que beaucoup de gens vont venir au gravel pour 2 raisons. La première, parce que c'est plus sécurisant, effectivement, il y a moins de voitures. La deuxième, parce qu'à la base, c'est des gens qui ont envie de liberté. Donc ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, hein. Et dans les parcours qu'on doit baliser, avant, il y avait des critères, et ils seront sûrement différents. Mais voilà. Et effectivement, les routes, enfin les petits chemins qu'on avait oubliés qui étaient moins dangereux sont des critères très importants parce que la clientèle n'est plus la même et elle est hyper importante. Moi, je suis dans la mobilité. Le nombre de gens qui achètent des vélos aujourd'hui qu'on n'aurait jamais fait et qui ont envie de le pratiquer, c'est juste incroyable. Oui, moi, une petite question par rapport à la labellisation. Comment allez-vous procéder? Est-ce que vous allez faire des appels à candidature ou est-ce que vous allez cibler des territoires en particulier? Est-ce que vous avez une petite idée de comment ça va se passer? Je suppose qu'il y aura un cahier des charges. Vous avez déjà des idées là-dessus? Alors, il y a 2 aspects. Déjà, on a tous les réseaux sites VTT, FFC et Espace Cyclosport qui sont déjà labellisés, donc ils peuvent bénéficier. Des fois, ils sont déjà labellisés Espace Cyclosport et Espace VTT, donc on leur propose une 3e labellisation. C'est à nous aussi d'être bons en communication et de faire la promotion de ce nouveau label. Je pense qu'on va avoir quand même pas mal de demandes, mais clairement, il y a un volet communication auprès des collectivités, parce qu'aujourd'hui, c'est les premiers interlocuteurs. C'est peut-être qu'avant, sur la labellisation, c'était plus les clubs qui étaient porteurs. Aujourd'hui, clairement, c'est les collectivités, notamment les comités de communes à travers la compétence tourisme. Donc, on est vraiment, voilà, peut-être qu'on va devoir imaginer une campagne très spécifique. Il n'y aura pas d'appel à candidature, mais ce sera une offre de service, en fait. Oui, bonjour. Donc, Martin Cojon, la maison départementale du vélo dans l'Hérault. Moi, petite question donc, par rapport au validage. Donc, comme vient de dire précédemment le monsieur d'avant, on a le marché du vélo, enfin, les pouvoirs publics ont énormément financé le vélo en donnant beaucoup de subventions. Et nous, on se retrouve, on a rencontré un nouveau public qui venait pour faire marquer son vélo pour du gravage. Donc, déjà, on achète pas mal de vélos. Et après, ils se demandent où c'est qu'ils peuvent aller faire du vélo. Donc là, on voit que dans la pratique du gravel, pour l'instant, on ne prévoit peut-être pas du balisage, parce qu'il y a des contraintes. Il faut savoir que sur les sites VTT, par exemple, nous, on a déjà des collectivités au niveau de la coordination de l'ex-région Languedoc-Roussillon, la partie Languedoc-Roussillon, on va dire de l'Occitanie, où on veut enlever un petit peu du balisage par rapport aux problèmes environnementaux ou autres, et proposer des traces uniquement. Alors ça nous pose problème parce que, bon, en tant que gestionnaire sur un site VTT, ces nouveaux pratiquants, j'ai envie de dire, il faut encore faire plus d'efforts sur les parcours verts et les parcours bleus pour intensifier peut-être le balisage et pour qu'ils soient, on va dire, en confort et qu'ils puissent évoluer dans leur pratique. Bon, les traces GPX, c'est bien, mais sinon, il va falloir vraiment marquer l'accent sur
sur des formations ou arriver à, on va dire, à permettre à un public néophyte de pouvoir naviguer avec un smartphone, un petit support ou un GPS. Et ça, quand on débute, c'est pas évident. Voilà. Moi, j'ai commencé déjà à encadrer des pseudo itinéraires gravel sur mon site dans les programmes d'animation, et j'ai eu un nouveau public, des féminines qui sont venues avec des beaux vélos. Et voilà, qui était dans la demande de savoir où c'est qu'on pouvait faire du gravel. Et donc, ce nouveau public qu'on doit accueillir sur nos territoires, ouais, je pense qu'on doit pouvoir avoir des parcours types peut-être balisés au moins au début, pour pouvoir faire découvrir la pratique, mais surtout mettre l'accent dans tous nos supports pour pouvoir démocratiser très facilement, se mettre d'accord sur quelle application, quel format et comment on peut relativement amener un public débutant qui achète un vélo et qui veut faire du vélo. Alors quand je dis du vélo, comme demain l'épreuve elle est ouverte aux VTT aussi, aux électriques et tout ça. Bon, voilà, ce public-là, le gravel va les mettre en compteur par rapport à parcours, hein, puisqu'on est quand même sur des choses assez larges, assez confortables par rapport à du VTT, même s'il peut y avoir des portions techniques et très techniques. Mais du coup, il va falloir qu'on puisse les accueillir avec des outils qui leur permettent tout de suite de ne pas se tromper d'itinéraire, que ça ne devient pas une galère, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vraiment l'esprit dans l'idée de rendre un certain pourcentage des traces, donc vraiment dématérialisées, les rouges, les noirs, en sachant que pratiquer un gravel aguerri aujourd'hui, c'est plutôt quand même on a souvent le gravel, c'est le troisième vélo actuellement. Donc, c'est plutôt les pratiquants qui ont l'habitude du matériel, donc électronique, smartphone, GPS. En revanche, tu as parfaitement raison, il faudrait qu'on veille bien à proposer une offre de base pour les débutants qui soit accessible, qui reste balisée. Et sans doute, c'est là-dessus qu'on se dirige. J'avais Bonjour, Karine Lattus. Donc, moi, je travaille à Vélo et Territoire, qui est une association qui réunit plus d'une centaine de collectivités sur les questions plutôt du vélo, en tant que développement du vélo au quotidien et sur le tourisme à vélo. Donc, c'est intéressant avec le public gravel. C'est vrai qu'on est sur une mixité de public, une mixité d'attentes par rapport à ce que développent aujourd'hui les territoires plutôt sur tout ce qui est véloroute, voie verte, des circuits vraiment très très balisés, très très encadrés, très sécurisés. Et je pense que ce qui va être important, c'est ça, c'est de se dire quelle connaissance on a des nouveaux pratiquants de gravel qui sont quand même plus jeunes que la cible touriste à vélo, véloroute, je pense que j'avais cette cible-là. Donc comment on arrive à capter cette cible, quelles sont leurs attentes. Et je crois que cette connaissance du public, elle est intéressante et elle est importante aussi pour pouvoir apporter une réponse adaptée. C'est un public qui est vraiment à la recherche de supports numériques, hein. Vous l'avez dit, donc est-ce qu'un balisage sur site supplémentaire est nécessaire? Est-ce que ça va pas casser aussi ce côté un peu recherche de liberté, le fait de pouvoir mixer des parcours entre des parcours qui sont déjà balisés, entre des nouvelles voies forestières ou autres? Voilà, je pense que la difficulté, ça va être cette articulation-là entre maintenir une liberté et amener de nouveaux pratiquants, parce qu'on est, je ne sais pas si on est plus sur du public qui fait du VTT ou sur un public aguerri ou voire des néo-pratiquants dans les populations urbaines qui sont très attirées par le gravel. Souvent, c'est des gens qui n'ont jamais fait de vélo, donc il faut prendre aussi en compte, je pense, cette préoccupation-là. Donc c'est complexe, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à développer, notamment aussi avec les applications comme Komoot ou autres qui affichent directement sur leurs outils le revêtement. Et ça, c'est des données qui sont très très intéressantes, qui sont des données en libre service. Donc voilà, c'est beaucoup de choses, beaucoup de réflexions, mais en tout cas, nous qui nous intéressent aussi par rapport à cet axe tourisme à vélo essentiel pour les territoires. Donc, on note bien cette intervention sur l'aspect apprentissage, etc., d'apprentissage sur du vélo en pleine nature. Il n'est pas exclu que demain, si effectivement on rentre des parcours numériques, on n'ait pas une obligation sur les territoires de mettre à disposition des GPS dans les offices de tourisme
être certain que dans ce label, en fait, il y a une obligation d'avoir du matériel disponible sur le territoire, et que nous-mêmes, la fédération, on propose une application de guidage, on fasse un partenariat pour ça, pour avoir du matériel, être en cohérence avec cette démarche. Bonjour, Fred Roche, je suis le patron de Vaucluse. Je travaille sur ce projet Gravel. J'ai longtemps travaillé sur ce projet avec une de qualité qui a fini par migrer au mercato FFC. Juste une petite réponse concernant le guidage. Je me suis occupé, j'occupe toujours la grande traversée des défaites de Vaucluse aussi, qui aujourd'hui compte 500 km. Depuis 2014, on rencontre effectivement un énorme problème de maintenir en état ce validage. Comme ça a été dit, qui n'est pas négligeable sur l'année. Et du coup, le département de Vaucluse, sur ce projet Gravel Rasto, a souhaité initier et proposer à la FRC d'être sur les traces numériques uniquement. Parce que c'est plus supportable en fait, vraiment, aussi au niveau environnemental, il y a un vrai rejet de ces plaques de profil. On sait que ça ne sera pas durable. Donc, il y a cette réflexion qui est lancée et on a, nous, fait le choix au département de faire l'acquisition en partenariat avec l'entier de GPS Travail-Plan, d'avoir une base de données la plus exhaustive possible de traces, tout niveau confondu, et de leur proposer avec toutes conditions avec GPS. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne, mais on se rend compte, j'ai énormément de demandes au quotidien de personnes qui souhaitent avoir des traces de données. Moi, j'y crois. C'est des appareils qui ont des écrans très larges, vraiment. Je l'ai prêté à des gens qui n'étaient pas du tout geeks. Je suis pas du tout geek. Et j'ai tout le monde a trouvé que c'était très facile à utiliser et très efficace. Donc, peut-être que la solution est vraiment. Et si la FED, effectivement, accompagne à travers une application dédiée, ça peut effectivement, je pense, progresser pas mal de choses. Hugues Dijon, conseil départemental de l'Hérault, donc je suis en charge de l'animation de la démarche DESI, donc c'est la pérennisation des sites de pratique sur la nature. Je vais avoir aussi une réflexion assez terre à terre sur le développement des sites de pratique. Et mon collègue Jean-Marc, qui est juste à côté, qui est éditeur de topo VTT, c'est de quoi je parle parce qu'il est confronté à cette problématique à chaque fois qu'il veut sortir des topos, notamment sur notre territoire. C'est la problématique aussi de la maîtrise foncière des itinéraires. Pas grand monde a évoqué le sujet auparavant. À partir du moment où on fait la promotion d'un itinéraire, il faut s'assurer de la maîtrise foncière des itinéraires. Et j'en viens là. On est sur des itinéraires qui sont en partie probablement sur route, mais aussi sur chemin, et qui sont sur des distances qui sont très longues par rapport à des itinéraires VTT où on est plutôt sur du 10 à 25 km. Là, on retrouve des possibilités, je parle de la ligne de cotation notamment, d'itinéraires allant jusqu'à 80-100 km. Je parle en boucle, je parle pas forcément en traversée, parce que en traversée, on sait entre guillemets les gérer, mais sur des boucles, et ça impose donc deux problématiques. Déjà, la problématique des conventions sur des itinéraires de 100 km, où ça peut être difficile à faire. Et la deuxième, ça va être la gestion. Donc la gestion, ça va être éventuellement le balisage, s'il doit être mis en place ou non avec la solution des GPS. Mais aussi, se mettre d'accord parce qu'on risque de sortir de l'échelle d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglo. Donc il faut savoir comment on se met d'accord pour l'entretien de l'itinéraire, qui est-ce qui est gestionnaire, tout ça. Donc il y a quand même pas mal de problématiques qui vont entrer en jeu. On est même presque encore bien en amont de toutes les réflexions de difficultés de revêtement, de mise en tourisme, etc. Il y a un jeune homme qui est derrière la caméra de monsieur là, qui était torse nu. Faites attention avec le fond, il faut bien le flouter. Et du coup, on a quand même pas mal de difficultés qui vont devoir être traitées avant de passer à la mise en tourisme et à la qualification de la difficulté des itinéraires. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir cette réflexion-là bien en amont de toutes les autres.
Et c'est vrai que la question du balisage qu'évoquait monsieur, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que plus c'est long, plus c'est compliqué d'avoir un balisage cohérent. Madame derrière qui parlait d'un éventuel réseau de boucles qu'on pouvait agglomérer les unes les autres, pareil, ça veut dire quoi? Ça veut dire une logique de carrefour. Donc si on a une logique de carrefour, il faut derrière, si on est sur des gens qui sont pas habitués au milieu naturel, avoir un balisage qui soit très très bien entretenu et qui soit continu. Donc voilà, il y a quand même pas mal de difficultés très terre à terre, je suis désolé de revenir là-dessus, mais qu'il faut quand même gérer en amont des projets. Merci, Jérôme. Du coup, pour répondre aux questions qu'on vient d'évoquer, notamment sur la connaissance des pratiquants, aussi la connaissance de ces traces GPX, là, la fédération est en train de travailler avec une autre fédération, la fédération de randonnée pédestre. On s'associe à un projet qui s'appelle Outdoor Vision, qui est porté par le pôle ressources et des sports nature. Et ce projet-là consiste en fait à récupérer un maximum de traces GPS des pratiquants, qu'ils soient trailers, randonneurs, routiers, vététistes ou graveleux, et de pouvoir, bien sûr, de manière anonyme, agréger ces traces et justement de mieux connaître où passent les pratiquants, à quelle vitesse ils roulent, où est-ce qu'ils s'arrêtent. Alors, l'intérêt à ces deux, qui est engagé donc avec les deux fédérations et le pôle ressources, c'est de se connecter à un maximum d'applications. Donc, bien sûr, les pratiquants accepteront de partager notre tâche et qu'à partir de là, on puisse accompagner un territoire qui nous dit, je veux faire du gravel, par exemple. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe chez nous en termes de pratique? Et qu'on puisse aller tout loin. Donc, on a aussi ces problèmes de conventionnement, puisqu'on pourra le superposer à des cadastres, tout ça. Donc, on essaie aussi d'aller vers là parce que c'est vrai que les grandes enquêtes aussi, pour connaître quels sont les modes de pratique, c'est toujours compliqué. Est-ce qu'elle est représentative? Elle coûte souvent très cher. Voilà, donc c'est un levier supplémentaire, on va dire, qu'on va essayer d'exploiter pour mieux connaître ces pratiquants. Du coup, Jérôme, il y a des questions des collègues qui sont en visio. On va vous donner la parole. Donc, il y avait ceux qui voulaient parler en visio. Ouvrez votre micro. On va tous vous entendre. Oui, bonjour à tous. Mathieu Amiel, journaliste spécialisé vélo et rédacteur en chef de Bike Café et de Bike Eco. J'avais en fait une question qui était triple. Alors j'ai été coupé un moment de la visio, donc peut-être que vous l'avez évoqué, mais quel était l'objectif de la Fédé en termes de kilométrage de pistes balisage? Ça, c'était ma première question pour 2022, donc. Je voulais savoir si vous étiez également en contact avec l'Aveyron qui avait développé un réseau de 500 km de pistes de gravel qui s'appelle donc Terre de Gravel, en partenariat avec une marque. Est-ce que ça fera partie de traces que vous pourrez directement labelliser? Et ma dernière question, c'était sur le développement du gravel électrique. On n'a pas forcément beaucoup parlé de ce dernier moyen. Philippe on a dit quelques mots, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui une pratique qui, en tout cas à nos yeux, à mes yeux, va se développer dans les années à venir, parce que beaucoup de personnes roulent en VTT électrique, mais n'ont pas forcément besoin d'un VTT électrique pour évoluer sur des sentiers qui sont pas forcément difficiles. Donc, est-ce que ces pistes balisées seront également accessibles aux vélos de gravel électrique? Merci. Alors, je vais faire une réponse. Première question, non. Deuxième, oui. Troisième, non. Je plaisante, bien sûr. Sur les objectifs de la fédération en termes de kilomètres, à ce stade, clairement, il n'y en a pas. On est plutôt dans une démarche d'accompagnement des territoires. Donc, comme l'a exposé Jérôme, l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, de recenser, peut-être, les itinéraires déjà existants, et ça répond pour partie à ta question, Hugues. Quand on parle de parcours gravel, on n'est pas obligé de faire la création d'itinéraires, on peut tout à fait recycler, le mot n'est pas péjoratif, recycler des itinéraires qui sont déjà existants, qui sont des itinéraires VTT, et Jérôme en a parlé, qui sont peut-être intéressants, mais en tout cas qui peuvent l'être aussi pour le gravel. Et donc ça répond à la question du conventionnement et de la création d'itinéraires. Et donc, on n'a pas d'objectif chiffré, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on lance la dynamique gravel. On va évidemment, en premier lieu, nous adresser à notre communauté de collectivités avec lesquelles on travaille déjà, celles qui sont labellisées Espace Cyclosport ou celles qui sont labellisées Site VTT. Et donc, on va pouvoir faire comme ça, remonter courant 2022, déjà tout un tas d'itinéraires qui vont intégrer le qualificatif, entre guillemets, itinéraire gravel.
Ensuite, est-ce qu'on connaît Terre de Gravel, qui est le projet porté par le PNR des Grands Cosses autour de Mulhouse, et puis un acteur qui représente une marque qui s'appelle Wish One, je crois. La réponse est oui. On les a rencontrés, en tout cas les équipes de la direction technique les ont rencontrés. Et bien sûr, c'est un super, en gros, c'est vraiment un super projet, une belle présentation aussi d'un territoire, le PNR des Grands Cosses. Donc là aussi, on est en échange avec eux pour évidemment les accompagner et voir comment ce territoire pourrait intégrer, pourquoi pas, le label fédéral. Et puis, blague à part, troisième question, est-ce que quelqu'un peut me la reformuler? Gravel électrique. C'était au sujet du gravel électrique et votre regard sur la pratique et sur l'accessibilité des pistes à ce type de vélo. Ouais, très bonne question. Alors, la réflexion électrique globale sur le VTT, on l'a déjà depuis plusieurs années. Ça me fait penser que sur la cotation des parcours VTT, on a fait une déclinaison en électrique. Vous avez une grille VTT et une grille VTT électrique. C'est une remarque qui me fait dire, peut-être Jérôme et les collègues qui ont travaillé sur le sujet, que dans notre cotation gravel, que Jérôme vous a présenté rapidement, peut-être qu'il faudra qu'on y revienne, hein, la grille est quasiment achevée. Je ne sais pas si ça a été bien clair pour tout le monde. Elle a été travaillée en collaboration avec la FFCT et elle est vraiment sur le point de sortir. En gros, on voulait vous la présenter ici. C'était l'histoire de quelques semaines. Peut-être qu'il faut qu'on imagine sur cette grille une déclinaison gravel électrique. Très sincèrement, je m'intéresse beaucoup à l'activité électrique. Je n'ai pas connaissance comme ça aujourd'hui de ce que pèse l'activité électrique sur des vélos gravel. Là, il faut qu'on creuse un petit peu le sujet. J'avoue que je ne mesure pas, je vois bien ce qui se passe sur l'électrique urbain, bien sûr, sur l'électrique VTT. Sur l'électrique gravel, j'avoue qu'il me faut un peu plus d'éléments pour observer ça. Merci. Il y aurait une question là. Ensuite, nos élus de choc, on va revenir sur la grille, effectivement. Et on aimerait bien avoir vos retours sur la proposition de grille. Bonjour à tous, Daniel Passera. Alors j'ai deux casquettes. Je suis chargé de communication à la région cyclosportive. Et sur mon temps de travail, je suis à l'origine d'un ultra-trail de montagne, la Pika Pika, dans le cadre de charge locale. Et en fait, moi j'ai découvert le vélo. Moi j'étais embauché à l'OS, mais je suis devenu pratiquant au gravel, parce que c'est ça qui m'a donné le déclic. C'est que moi, mon gravel, c'est pas mon troisième vélo, c'est mon premier vélo sur lequel des fois je mets des pneus de 30, mais comme aujourd'hui, pour rentrer chez moi en backpacking, je vais faire 300 bornes pour rentrer. Donc c'est ça qui m'a mis à la discipline, malgré le fait de travailler à la joie. Donc moi, je suis ultra-trailer, je suis athlète. Donc j'ai découvert le vélo grâce à ça. Et clairement, quand on discute avec les trailers, les ultra-trailers, en fait, le bikepacking en gravel, c'est l'ultra-trail il y a 10 ans. C'est que le monde du trail s'est aseptisé de plus en plus. Il y a de moins en moins cet aspect aventureux un peu. Et en fait, on retrouve ça dans le gravel et on est friand de ça. Donc clairement, pour nous, les ultra-trailers, on est à l'ultra-trail il y a 10 ans. Donc il y a des belles choses à faire, il y a des super choses à faire. Il y a une grosse tendance en ce moment, nous, ce qu'on fait, l'ultra-trail et le gravel, on fait des home peak home. Donc voilà, on va jusqu'au pied des sommets en vélo. Et après, on va faire nos sommets, on revient en vélo. Et ce qu'on peut faire avec le gravel, et enfin, on a fait un Andorre, c'est qu'on est passé par le port d'Envalira à l'aller, on a été faire le combat Pedrosa, puis au sommet d'Andorre, et au retour, on est passé par la montagne avec nos gravel. Donc, ouais, c'est une super discipline, il y a des belles choses à faire. Non, le gravel, on l'avait laissé au Commensal Spot, ouais. Mais au retour, on l'a un peu porté le gravel. Mais c'est la montagne qui veut ça, et ouais, il y a des belles choses à faire. On a une question en ligne qui est Laurent Poissac. Oui, bonjour à tous. Désolé pour mon fiston qui est passé derrière l'écran torse nu. Donc, vous voyez, c'est un sportif aussi. Pour ceux qui me connaissent, en particulier Jérôme et Joachim, ben voilà, vous me connaissez un petit peu sur ma casquette Cap Liberté, où pendant pas mal d'années, on est encore organisateur de séjours itinérants, en particulier VTT, aussi organisateur d'événements avec Alpe Peak Events.
Et depuis début mai, j'ai la chance et le plaisir d'avoir rejoint la maison Rossignol, le groupe Rossignol, et nous travaillons en partenariat avec la FFC sur le développement des espaces Airbike. Avec toute une partie digitale et une application qui est en train de passer en V2 très rapidement, qui permet, on va dire, d'aider les territoires sur leur promotion au travers des activités outdoor, en particulier trail, vélo, marche nordique et ski de rando. Mais on est en train d'élargir un petit peu plus. Voilà, donc des échanges qu'on aura de nouveau à ce sujet en particulier avec Jérôme. Juste des petites, ça c'était pour faire un petit résumé rapide de mes casquettes et aujourd'hui je suis là au titre de Rossignol. Déjà, un grand bravo pour ces assises et pour votre approche. J'avais pas de doute, vu les personnes, je sais que vous êtes des pratiquants et dans la salle, j'en vois beaucoup. Donc, je suis rassuré de voir l'approche qu'il y a et sur le côté, comme vous l'avez dit, polymorphe du gravel et multi-pratiquant, multi-lieu de pratique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me rassure et sur la volonté de beaucoup dans le monde du gravel de ne pas codifier. Donc, ça, vous l'avez pris en compte et c'est très bien. Petite réaction sur le logo. Je rejoins le côté difficulté de classer l'activité par rapport au matériel, mais vous avez résumé le logo par rapport au guidon. Donc là, je rejoins. S'il y avait quelque chose à retenir, peut-être un seul point à retenir sur le gravel, c'est le guidon, puisque les largeurs, les grandeurs de roues sont difficiles à classer. J'utilise très souvent mon gravel pour monter des cols dans les Alpes, par la route, par les chemins parfois. Donc voilà, j'ai envie par moment d'avoir un vélo avec des pneus très performants. Et d'autres fois, je vais changer mes pneus. Donc effectivement, le pneu n'est pas une bonne manière de dire ce que c'est que le gravel, mais le guidon le résume. Sur les pratiquants, on va dire la question des pratiquants non cadrés, ceux qui on va dire, aujourd'hui ont poussé l'activité gravel et la poussent encore. J'ai envie de dire que, bon, ils n'ont pas besoin de nous, hein, ou on n'a pas besoin. J'en fais partie de temps en temps. Je prends aussi mon gravel pour moi, pour le plaisir, et je vais un petit peu là où j'ai envie. Donc, nous, notre volonté et notre rôle, quand je dis le nôtre, c'est les territoires, c'est la FFC, c'est le groupe Rossignol, par exemple, en aidant les territoires sur les lieux de pratique. C'est aussi notre rôle, à mon sens, il est d'éviter les dérives. On le sait grâce au digital, des parcours GPX, on en trouve très facilement et c'est d'un côté très bien. Malgré tout, il y a quelqu'un en a parlé juste avant, hein, il y a des problèmes aussi sur le foncier. Donc je crois que notre rôle il est aussi de cadrer, de démocratiser. Alors là, je suis assez d'accord avec vous. J'essaye d'aller vite, hein, je me suis pris quelques petits points, mais pour revenir sur les différents sujets, je vous rejoins sur le besoin de baliser des parcours essentiellement pour les débutants. Et je rejoins aussi le fait qu'à mon sens, il n'y a pas de besoin de baliser des circuits longs. Par contre, les cadrer, donc les avoir, on va dire, officiels sur les différents moyens de communiquer. Donc voilà, il y a vraiment besoin d'éviter les dérives, d'éviter les conflits, de ne pas aller sur des interdictions. Le gravel, pour moi, est vraiment une très belle opportunité par son côté, comme on l'a dit, multi-pratiquant, multi-lieu de pratique, et surtout parce qu'il réunit un petit peu toutes les communautés. S'il y a un vélo à avoir aujourd'hui, c'est un gravel, il me semble. Si j'en avais qu'un, j'aurais un gravel. Et je m'en servirai le week-end et la semaine. Donc, ça rejoint aussi la communauté du sport et la question de mobilité. Aujourd'hui, s'il y a un vélo qui permet d'aller au travail et de prendre du plaisir le week-end, ça serait le gravel. Ça répond aussi, à mon sens, à la volonté de beaucoup de vivre une expérience unique. On n'a pas envie de tous faire comme a fait l'autre le week-end passé. On peut s'en inspirer, mais on a tous envie de vivre une expérience unique et le gravel le permet. Voilà, j'ai fait un petit résumé c'est plus des réactions que des questions. Et c'est pour dire que globalement, je suis en phase avec tout ce qui a été dit. Mais voilà, je rajoute une couche vraiment sur la nécessité, malgré tout, de cadrer,
de codifier et Jérôme doit réfléchir à des premières discussions qu'on a eues sur le sujet il y a quelques temps où je n'étais pas spécialement pour. Voilà, ma venue dans la maison Rossignol me fait changer les choses. J'avoue que j'ai été plus sur l'itinérance pendant longtemps que sur de la pratique en boucle. Je maîtrise un petit peu mieux aujourd'hui la demande qu'il y a à ce niveau-là. Et je pense réellement qu'il y a un vrai besoin de cadrer, de codifier, de baliser. Voilà. Et encore une fois, les pratiquants qui n'ont pas envie de ça, ils n'ont pas besoin de nous, ils se débrouilleront très bien sans nous. Merci à tous et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis je suis sur le chat aussi. Merci Laurent. Alors j'avais le souvenir d'un fois que je t'ai vu, j'avais le souvenir de toi ému qui était arrivé de chez toi jusqu'à Fréjus au Roc d'Azur en gravel, quoi. Ouais, on est bien d'accord et j'ai bien l'intention de faire pareil cette année. Donc si j'ai le temps, vous êtes les bienvenus. En tenue rétro en plus. On va accélérer un tout petit peu, je suis désolé, on a la bourre. Fred, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Rasto? Rapidement Rasto, c'était prévu. Le projet Rasto, c'est hyper intéressant du point de vue territorial, c'est porté par le département de Vaucluse, donc une collectivité. Et c'est un projet 100% intégré qui est quand même intéressant. Donc le département de Vaucluse, depuis longtemps, mobilisé sur la thématique vélo. Hein. C'est l'autre plus beau pays du monde pour faire du vélo. Après ici, bien sûr. Le Vaucluse, tout le monde ne sait pas où c'est. Le Ventoux, oui. Donc on va pas revenir sur une route. Par contre, il y a eu cette volonté, une proposition aux élus de récupérer un centre d'hébergement et qui a une activité culturelle, maintenant Gravel, avec 38 places d'hébergement, un parc de vélos. Et l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens qui ne sont pas forcément équipés de venir découvrir cette pratique. On a beaucoup de demandes dans ce sens-là, mais pas seulement. C'est aussi un lieu qui peut accueillir des clubs, qui est aussi fait pour ça, pour venir découvrir des clubs, peu importe, PTT, FFC, qui se posent la question, qui veulent varier un peu leur discipline, leur entraînement. On a à disposition donc, ce matériel, ce centre, une base de données de traces GPX qui, du coup, pour revenir un petit peu sur les sujets abordés, sont maîtrisées. Voilà. On sait où on envoie les gens. Les applications, aujourd'hui, on trouve des multitudes de traces GPS de tout et de n'importe quoi, et ça pose un vrai problème. Nous, les traces qu'on met à disposition, on a cette maîtrise-là, et c'est important. On a également à disposition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des GPS pour les gens les clubs qui veulent venir, par exemple, et qui ont déjà leur encadrement. On ne fait pas de location sèche du matériel. Soit c'est avec un accompagnant, un BE du département, soit c'est avec quelqu'un d'un club qui est qualifié. On a l'équipement aussi pour proposer de faire de l'initiation au bikepacking. Donc, vous avez vu des photos tout à l'heure qui sont passées, qui viennent de chez nous. On a un travail qui est en cours sur des aires de bivouac avec l'ONF. Pour l'instant, ce n'est pas encore calé. On a la chance d'avoir au département 3 centres d'hébergement répartis idéalement sur le territoire. Plateau d'Avion, ceux qui connaissent, au pied du Luberon, on va dire au pied des Sorgues et Vallée du Rhône, le Rasto. On a cette possibilité de relier ces 3 centres-là sans forcément être sur le bivouac, mais en faisant des itinérances, faire découvrir aux gens l'itinéraire. Donc en fait, voilà, il y a cette multitude de propositions et on peut aussi s'adapter en faisant à la carte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un besoin particulier, une demande bien précise, et on peut travailler, vous accompagner sur le montage de ce projet-là. Donc, je vais passer les 30 secondes, j'ai certainement lâché des choses. Je vais peut-être parler également de la topocarte. Oui, alors voilà, c'est un territoire en plus qui s'est vraiment structuré entre toutes les collectivités de communes, les parcs, parce qu'il y a 2 parcs, avec mon collègue de droite, dont on a déjà beaucoup parlé, je trouve. Et outre les topos de Grand Est Vaucluse, il y a aussi une carte qui arrive dédiée au gravel, complètement, avec une offre quand même importante, des grandes traversées, des boucles qui vont toucher tous les territoires, qui vont sortir la première semaine d'octobre. Je crois qu'il veut parler. Oui, bonjour. Donc moi je suis l'éditeur. Il y aura sur la carte qu'on va sortir théoriquement pour le Roc d'Azur, qui sera le gros événement pour la sortie de cette carte, il y aura 30 itinéraires entre 30 et 90 km sur donc, le territoire vauclusien dans sa globalité,
Alors, quasiment aucune commune qui sera épargnée par le passage des routes gravel. Et on a conçu également, donc avec les services du département, une grande traversée sur 500 km et 13 000 de positifs. Donc les gens ils auront de quoi faire. Et le Vaucluse leur présentera tout ce qu'il y a de plus beau à voir. C'est déjà très beau, mais c'est encore plus beau. Avec un départ donc d'Orange, pour arriver jusqu'à Caraïbon, donc en faisant tous les massifs dans leurs intégralités. Et on rajoutera également 5 grands tours sur Luberon, Pays d'Aigle, Mont-de-Vaucluse, ainsi que sur Plateau d'Avion, que les gens ils auront un trajet GPS supplémentaire avec des groupes, des itinéraires qui vont pouvoir se rajouter facilement les uns aux autres en passant de 80 à 400 km s'ils le souhaitent. Je passe là. Ok, merci. Alors, juste la question peut-être derrière, mais très rapidement. Non, c'était par rapport à la grille d'évaluation des itinéraires. Ouais, on va la revoir d'ailleurs, c'est très pas mal. On va la reprojeter en technique. Ouais. Non, c'est intéressant de. Donc, vous l'appeliez un peu sur le VTT, mais sur le VTT, alors je ne suis pas présenté Nicolas Watteau du département 64, mais aussi auteur de VTOPO. Et donc, avec ces deux casquettes, je me suis rendu compte que la grille d'évaluation VTT, pour nous, était difficilement utilisable, à plein par les VTTistes aussi, parce que se poser des questions sur la technicité des parcours entre la longueur et le dénivelé. Des fois, on se retrouvait avec des parcours noirs et puis qu'il y avait zéro dessus technique. Et c'est vrai que c'est bien si vous pouvez mettre sur le gravel le pourcentage de type de revêtement ou de voies utilisées et le côté l'approche technique. Et ce sera peut-être quelque chose aussi à revoir par rapport aux grilles de VTT. Est-ce que dans la grille, il est prévu le pourcentage de pente? Excellente question. En fait, là, tu parles de l'intensité d'un parcours, parce que c'est vrai qu'on a tendance à donner kilomètres et dénivelé, mais il y a un ratio qui est hyper intéressant, et d'ailleurs, la Fédération française de randonnée pédestre l'a intégré. On peut avoir un parcours de 50 km avec seulement 800 mètres de dénivelé positif, ce qui n'est pas grand-chose. Par contre, ça peut être concentré sur 10 bornes, quoi. Donc ça, effectivement, c'est un truc qu'on pourrait faire sortir. Alors, c'est un indice supplémentaire. Alors, c'est difficile de faire une grille qui soit lisible et facilement applicable. Mais peut-être, si vous pensez que c'est utile, on peut peut-être intégrer cette notion d'intensité de l'effort, quelque chose qui reste à inventer. Ouais, la grille qu'on vous présente, elle a fait l'objet quand même de pas mal de réunions techniques. Ça, je ne reviens pas dessus, ça a été dit, on partage ça avec une autre fédération pour aussi que les territoires ce soit lisible, pour vous, ce soit simple. Ce qui est un peu nouveau, on va dire, ce qu'a présenté Jérôme tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a deux parties. On a la grille en elle-même avec 3 items. Distance, c'est assez facile. Dénivelé global, c'est assez facile. Et le type de revêtement, ça a été bien expliqué. Et ensuite, finalement, ce qui est évoqué là, ça se joue peut-être plus dans le descriptif du parcours. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, on impose qu'en plus de la cotation vert bleu rougeois, soit rajouté dans le document de promotion, de présentation de l'itinéraire, soit rajouté des éléments de description. Et c'est là où le pourcentage de pente maximum peut tout à fait avoir sa place. Attention, parcours bleu, néanmoins, il y a un gros talus au kilomètre 12, etc. C'est là où on va rajouter, donc ça a été dit, le pourcentage de, est-ce qu'on est plutôt sur du goudron, est-ce qu'on est plutôt sur la piste, la notion d'isolement, d'engagement. Donc là, l'idée, c'est de rendre ces critères quelque part obligatoires pour que la collectivité renseigne bien dans un petit descriptif qui accompagne le parcours. Mais on a jugé que c'était peut-être plus malin de le mettre à côté, de le rendre obligatoire, mais à côté de la grille en elle-même, parce que le mot, c'est usine à gaz, on l'a évoqué tout à l'heure, on est parti sur des grands tableaux Excel avec énormément d'indicateurs. On a eu peur un peu de perdre les collectivités. Il faut dire les choses simplement, on a eu peur de perdre les collectivités, et puis finalement, les réalités sont franchement pas les mêmes selon les territoires concernés, donc on s'est concentré vraiment sur l'essentiel pour obtenir le code couleur, et ensuite ça va se jouer bien sûr dans le petit texte d'accompagnement. En tout cas, c'est la proposition qu'on fait. Je ne sais pas s'il faut aller plus loin dans la présentation de la grille. Les indices, c'est des parcours vraiment de moins de 20 km. Ce qu'on a voulu sécuriser, c'est les parcours verts. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il faut vraiment que le parcours vert de gravel soit vraiment très facile, très accessible pour des néo-pratiquants, pour des gens qui découvrent, qui n'ont pas forcément une grosse condition physique,
Donc finalement, si vous regardez la grille dans le détail, un parcours vert, en gros, on a fait un premier item, vous l'avez en haut, entre 0 et 20 km, entre 0 et 250 mètres de dénivelé, donc c'est quand même pas beaucoup, et avec un revêtement extrêmement lisse, extrêmement propre. Donc vraiment l'idée, dans cette grille, ça a été de sécuriser la partie parcours vert, que pour l'accès à la pratique, ce soit vraiment de vrais parcours verts, entre guillemets, et qu'on ne se trompe pas. Et ensuite, ça monte très vite. En termes de distance, en gros, on a beaucoup discuté, notamment avec Francis. L'idée, c'est de dire, voilà, on échelonne la distance des parcours de manière un peu chronologique. Et au-delà de 80 km, il n'y a pas de souci. Après, on est sur des parcours qui, de toute façon, globalement, seront noirs. Et on peut aller sur des parcours un peu plus longs. Et idem sur le dénivelé, il y a un peu une cote autour des 1000 mètres de dénivelé. Là, on rend vraiment des parcours extrêmement physiques. Et ensuite, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment ça qui a guidé nos réflexions. La volonté de sécuriser les parcours verts pour être sûr que ce sont des parcours vraiment faciles. La volonté de faire une grille assez simple, pas trop d'usine à gaz. Et la volonté d'y associer quelque part des obligations de description de l'itinéraire. C'est un peu la manière dont on a réfléchi. Si je fais un calcul en faisant 3 x 4, j'arrive à 12. Il y a un truc qui va pas. C'est pareil, ça compte. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bien le bon document qui est présenté? Alors là, la question en suspens. Parce que normalement, on retombe bien sûr sous nos pattes. La suite au prochain numéro. En fait, c'est ça, ça illustre simplement le truc, c'est qu'en fait, ça a fait l'objet d'énormément d'allers-retours avec votre fédération. Je pense que là, ouais, il y a eu un couac, effectivement, mais mathématiquement, on devrait s'y retrouver. Donc, effectivement, sur les deux fédérations, il y a eu énormément de négociations sur qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, il y en a une qui était dans les remarques les plus pertinentes que l'autre, hein, je vous laisse deviner laquelle. Mais effectivement, on est encore en train de discuter vraiment sur les mots, les termes, les chiffres, les cotations, etc. Mais effectivement, on reverra le calcul, les excuses pour cette erreur. Mais voilà, l'idée, comme l'a résumé Joachim, c'est vraiment, je pense que tu as bien fait de le dire, c'est vraiment sécuriser le vert, le bleu. Et c'est pour ça qu'on est parti sur des choses extrêmement simples. Revêtement lisse, voie verte, voie combien, c'est de la promenade. Un petit mot. Je ne vais pas faire un résumé parce que je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, non, mais je rejoins les questions. Enfin, moi, ça m'intéressait la question sur le pourcentage parce que je me dis, moi, le gravel, ça m'intéresse, mais vu mon âge avancé, il y a des endroits où je n'irai pas. Je pense que techniquement, je dois être capable de passer. Par contre, si ça monte trop, comme l'école, j'évite quand c'est trop dur aujourd'hui. Ou alors, l'autre solution que j'envisage, c'est d'acheter un gravel électrique, mais j'en trouve pas parce qu'il n'y en a plus. Ça, c'est un problème. Mais si j'avais eu un gravel électrique, ici, je me serais baladé en gravel. Sans électrique, j'hésite un petit peu. Bon, je vais voir ce soir sur le warm-up ce que ça donne. Mais ouais, je pense qu'il faut prendre en compte tous les besoins, et notamment des gens qui n'ont pas la condition physique ou qui sont un petit peu en âge avancé, mais qui ont quand même envie d'aller se promener dans un environnement comme ça. C'est tellement magique, l'environnement. Un petit côté aventure, mais être sûr de pouvoir passer en vélo quand même. Et, Comme on est un petit peu aux prémices de la réponse. Pas pertinent, je pense, à réagir. Par exemple, ce week-end-là, il y a quand même 3 parcours. Par rapport au regard fédéral sur les parcours. Mais aussi pour le retour du client, on a le soir pour faire des retours à la fois sur le revêtement, la difficulté du picoler et abonder parce que ça match pas. Ça va permettre de mieux connaître. Je pense que c'est intéressant de croiser les regards croisés à la fois au côté fédéral, peut-être mettre en place des espaces gravel, mais aussi déjà des retours clients. c'est une excellente remarque. Alors peut-être pour vous rassurer quand même, on n'a pas fait cette grille uniquement, dans des bureaux à Paris. Elle a été un tout petit peu testée cet été par des pratiquants, notamment aussi sur Rasto. On a essayé de croiser ça avec les parcours aussi qui sont déjà existants, puisqu'il y en a qui sont existants avec une cotation affichée. Donc on a essayé, on a quand même observé ce qui se passait sur le terrain, mais par contre c'est une très bonne
propositions. On va croiser ça avec le warm-up de cet après-midi et puis les parcours de demain pour voir aussi si on est vraiment dans le juste. Mais il y a vraiment cette idée d'élaborer et d'aller tester sur le terrain, bien sûr. Non, mais la grille est plutôt bien faite. Après, on a des retours. Hein. Moi, je connais pas mal de gens qui font parole depuis un moment. Il y a eu l'événement à Angers qui a eu lieu. Et les retours sont certains se sont pas retrouvés parce qu'ils ont l'impression d'être dans une compétition au premier virage et à trois chutes. Donc voilà, il faut. Et vous le savez, hein. Donc, est-ce que c'est ce que fait la Wish One en disant nous on les a au catalogue et à un moment ils disent sur un moment du parcours c'est chronométré. Est-ce que ça, c'est toutes ces questions, c'est le but de cette réunion aujourd'hui. Tout à fait. Moi je maintiens qu'on ne connaît pas nos utilisateurs de demain et c'est une super nouvelle hein, parce qu'effectivement le musculaire est là mais l'électrique va arriver. Effectivement, ce qui a été dit par Patrick est très juste, c'est que beaucoup de gens ne voulaient pas aller sur le vélo parce qu'ils pensaient que c'était physique, que c'était dangereux. Le gravel va pouvoir amener tout ça, c'est-à-dire que c'est moins dangereux, c'est dans des petites routes. J'ai envie de le faire différemment. Moi, je trouve que la répartition est pas mal. Après, on peut toujours la retravailler, mais sur le fond, effectivement, le revêtement lisse, il est important et on aura le retour du terrain. Donc, il faut tester parce que le meilleur moyen de savoir si ça fonctionne, il faut tester. Mais je trouve que c'est. Après, il y a quelques petites erreurs, mais sur le fond, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je m'y retrouve de 0 à 20. Après, quand on commence à rentrer à 80, 81, on est plutôt un sportif, on est dans des critères différents. Mais ce que vous avez fait sur le fond est bien, quoi, parce que tu as le dénivelé, tu as la distance et tu as la difficulté. À tuner un peu ton retour. L'expérience qu'on a du VTT sur le système de cotation, c'est que finalement, au niveau national, il n'y a pas forcément d'harmonisation parfaite. Un parcours rouge, ici dans les Pyrénées, n'est pas tout à fait le même qu'un parcours rouge dans un espace plutôt plat ou vallonné. Et ça, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est la cohérence au sein d'un même territoire, que le touriste s'y retrouve bien et que les parcours qu'on lui propose soient bien gradués. Donc ça, on n'a pas de doute là-dessus. Et sur cette remarque sur les manifestations, on va écouter attentivement les conclusions de l'atelier 1. Évidemment, il y a un vrai sujet, les manifs, quel format, est-ce que c'est vraiment en mode ultra compétitif, est-ce que c'est la longue distance? Là, ça va être la synthèse de l'atelier 1. Je vois que le chrono tourne, on a déjà un quart d'heure de retard. On va peut-être proposer à nos collègues de l'atelier 1 de nous rejoindre pour attaquer la synthèse des deux ateliers. Oui, Francis. Oui, non, je voudrais simplement faire un petit résumé de tout ce que j'ai entendu. Par rapport à certains, moi, ça fait 30 ans que je pratique le gravel en France. J'ai toujours intégré ça depuis que je suis cadet, que j'ai toujours fait du vélo, des 50, 100 bornes, même en été, dans la préparation physique. Et j'ai tout écouté vos retours, mais après, aujourd'hui, on est sur la cotation. La cotation qu'on va pouvoir apporter aujourd'hui dans les Pyrénées ne sera pas du tout la même cotation qu'on aura en Normandie, dans le Vaucluse et tout ça. Aujourd'hui, ne vous cachez pas la face, où la grille elle va être rouge ou noire. Hein. Ça, il n'y aura pas de vert ici, parce que on est dans les Pyrénées. Si on vient dans les Pyrénées pour faire du gravel tout plat, je pense qu'on n'est plus dans l'identité du vrai gravel. Moi, c'est ce qu'il faut faire par rapport aux collectivités. Si on veut faire du gravel, on va dire un peu difficile, on ira sur les montagnes, sur les Alpes, sur les Pyrénées, sur les massifs centrales et tout ça. Si on veut faire des parcours beaucoup plus plats, on ira sur la Normandie, sur les pays où c'est vraiment plat. Après, on peut intégrer ce que nous proposent les collectivités dans notre gravel. Si on veut faire pour le vin et tout ça, on a la région, c'est qu'il y a du vin. On sait que, par exemple, si on veut faire sur l'histoire, sur le débarquement et tout ça, on a sur les plages comme Angers, ce qu'ils ont fait, ça c'est très bien. Mais ne vous attendiez pour la cotation. Je pense qu'aujourd'hui, on va écouter surtout le retour des pratiquants, mais on n'aura pas de verre ici aujourd'hui. C'est pas possible. Moi, j'ai effectué tous les parcours. Oui, mais je pense que c'est que je suis d'accord sur ta chose. Le pratiquant peut le faire en électrique. Et c'est plus la pompe qui lui pose un problème. C'est parce que je rejoins, je sais plus votre réponse tout à l'heure, mais c'est vrai qu'une piste qui est plus lisse, là, c'est super. Alors, il y a combien de gens qui aimeraient le monter sur une piste un peu plus lisse après, quand on va récupérer, quand on fera des traces GPX, moi j'ai toujours dit, le gravel, il faut qu'on puisse jouer à la pétanque dessus. C'est pas du franchissement. Aujourd'hui, pour vous rassurer, j'ai effectué les parcours. Tout passe sur vélo de cyclocross, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de gros cailloux, il n'y a rien du tout. Ça, c'est l'identité du cyclocross, du gravel. Mais si, à la fin, comme on dit, si on trouve des traces GPX et tout ça, où c'est que
on est plus à l'aise avec la VTT, c'est pas du gravel. Voilà. Mais ça, il faudra faire attention, c'est quand on donne des traces GPX où on trace un parcours gravel, il faut que ce soit du gravel et pas du VTT, voilà, et pas de la route. Après, voilà, on est dans le gravel, on n'est pas dans le VTT. Aujourd'hui, les parcours que l'équipe Damien nous propose, c'est du vrai gravel. Moi, je l'ai testé, c'est praticable, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, j'avais entendu aussi une question sur un peu l'entretien des parcours et tout ça. Si on met sur une plateforme des tracés GPX et tout ça, il faudrait, je pense, mettre la possibilité de laisser des commentaires. Et ces commentaires-là, qui vont être sur une base, sur une plateforme, puissent retomber, on va dire, dans le comité où ça se situe. Par exemple, si c'est en Bourgogne-Franche-Comté, ben, ça revient au comité de Bourgogne-Franche-Comté cette information-là, et le comité de Bourgogne-Franche-Comté retransmet au club qui est tout près de ces parcours-là, et c'est à eux d'entretenir les parcours. C'est comme ça qu'on pourrait y arriver, c'est en travaillant tous ensemble, les pratiquants, les clubs, les comités et les territoires. Merci beaucoup. Voilà, on doit accélérer, on va en gronder. Je suis content de pas être la dernière interview, en fait. Peut-être si vous voulez 30 secondes pour vous dégourdir les jambes, et puis on va enchaîner assez rapidement. Faire 2 synthèses sur les ateliers. Ouais, pour ceux qui sont en vidéo, séjours on coupe et on va vous remettre l'atelier, la plénière conclusive. À tout de suite.